Bonjour, et bien, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour enfin une interview. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et aujourd'hui, une interview extraordinaire avec quelqu'un d'extraordinaire. Je vous présente Can Magne avec nous. Salut. Salut, comment vas-tu? Je suis ravi d'être ici. Ouais, très bien. On s'est déjà rencontrés sur une émission, sur un live déjà d'un ami commun. Et j'avais très envie. Je suis Can depuis un moment. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors il a de multiples casquettes, hein, entrepreneur, multi-entrepreneur, coach. Et puis, tu aimes bien te définir aussi comme un gentleman motivateur. Je trouve que ça te va bien. Mais surtout, ce que j'aime, c'est, je trouve que tu es le plus ouais, empathique des coachs business, en fait. J'aime ton approche et j'aimerais bien qu'on en discute justement là-dessus. Alors, est-ce que toi, tu peux te présenter à ta façon? Ouais, bah, je te remercie pour cette, cette présentation. Alors, je me définis aujourd'hui plutôt comme un être humain conscient avant tout. Avant d'être coach, c'est vrai que le, j'aime moins me définir par ce que je fais que qui je suis. C'est vrai que je suis surtout quelqu'un de conscient qui recherche, qui est tout le temps en recherche je dirais, d'expansion, expansion de conscience. J'aime apprendre des gens, j'aime apprendre de la vie, j'aime avoir de nouvelles expériences. Donc ça me caractérise beaucoup. Je suis un papa de deux petits garçons. Bah, j'espère qu'on va pas trop les entendre pour une fois. Donc un petit garçon de bientôt, enfin de tout juste 3 mois et un garçon de 3 ans. Et j'en parle parce que ça définit aussi beaucoup ma vie, puisque quand j'ai su que j'allais être papa, j'ai changé beaucoup de choses. Effectivement, ça fait 20 ans que j'entreprends, donc j'ai commencé assez jeune. J'ai bientôt 40 ans, mais j'ai commencé assez jeune, à 18-19 ans. J'ai monté des entreprises, j'en ai vendu, j'ai eu une expérience aux États-Unis, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai beaucoup bossé dans le luxe aussi, avec des très grandes marques, des grandes maisons de luxe. Et moi, ce qui me caractérise aussi, c'est que pour moi, le champ des possibles est toujours ouvert. Donc parfois, c'est à mi-chemin entre la légèreté, l'inconscience et puis un petit grain de folie pour aller faire des choses qui, en fait, quand je les vis, pour moi, sont extraordinaires. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, ce que tu es. Alors bon, bien sûr, ce que tu fais, j'en ai parlé. Ce que tu es, cette empathie, cette bienveillance, je trouve que dans les personnes, dans ton secteur, je trouve que tu es à part avec ça. Je trouve dans la façon que tu as d'aborder les gens, la façon que tu as d'expliquer les choses. Tu es souvent très posé, très bienveillant, et pas dans le rentre-dedans comme peuvent l'être certains. Et je trouve que ça, c'est important. Peut-être qu'aussi ça a changé, et ça c'est une question sur ta famille, parce que bien sûr, on sait bien qu'entre le pro et le perso, il faut allier les deux. Et peut-être que le fait de devenir papa, ça a peut-être changé quelque chose chez toi, ça. Alors, clairement, le fait de devenir papa, ça a changé beaucoup de choses, mais pas tant sur ma posture. En fait, la posture, c'est quelque chose que il y a des mots qui sonnent un peu bizarres ou qui sont pas qu'on n'emploie pas souvent, mais qui sont très importants pour moi. Par exemple, la congruence, c'est super important pour moi. Souvent, les gens, quand ils me rencontrent en vrai, me disent, ah, mais en fait, t'es comme, je te vois dans ton groupe ou dans les vidéos, il n'y a aucune différence, mais vraiment aucune différence. Pourquoi? Parce que pour moi, l'authenticité, je définis pas ça, je définis pas ça comme quelque chose qui me rend supérieur, mais pour moi, être authentique, c'est tout simplement être pleinement vrai avec soi-même. Et moi, je parle d'authenticité profonde. Et pour avoir accès à cette authenticité profonde, ça demande aussi à aller chercher qui je suis, qu'est-ce qui m'anime. Pour moi, c'est ça la vraie authenticité. On peut être un connard authentique et en vrai, je te le dis en toute transparence, je préfère un connard authentique qui est authentiquement un connard que quelqu'un qui emploie les codes de l'authenticité pour paraître être une bonne personne et en fait c'est un loup avec habillé en brebis quoi. Donc pour moi ça c'est hyper important cette congruence et la bienveillance, moi je dirais que je pratique une bienveillance inconditionnelle. Pour moi, la bienveillance, c'est pas que être sympa. Et d'ailleurs, souvent, la bienveillance, c'est pas être sympa. La bienveillance, c'est moi, je suis bienveillant pleinement avec les personnes, on va dire, si on parle de clients, avec mes clients. Mais la bienveillance, c'est aussi leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et pas juste ce qu'ils voudraient entendre. Je suis pleinement un soutien pour leur être
et pas que pour leur ego. Pour moi, c'est ça aussi la bienveillance. Ouais, ouais, bon, la concurrence, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est vrai quelque chose qui est hyper important pour moi aussi. Et comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Et cette bienveillance, c'est vrai, cette façon d'être, parce que c'est ça en fait, assumer qui on est comme Donald Trump ou Jean-Claude Van Damme, voilà, on pense qu'on veut d'eux, mais ils sont ce qu'ils sont. Et voilà, même s'il peut y avoir un peu d'habillage parfois, mais c'est des gens qui sont authentiques et ça, c'est hyper important. Toi, est-ce que tu as toujours été comme ça ou comment tu es arrivé à être comme ça? Ah, c'est pas une question qui est évidente parce que tu sais ça aujourd'hui je ne peux voir les choses que de là où je suis. Je peux toujours regarder le passé et d'ailleurs on va toujours choisir des choses dans le passé pour coller à la narration qui est la plus agréable pour nous. Donc c'est difficile d'aller regarder et d'être hyper intègre sur tout ce qui s'est passé. Mais ce que je pourrais dire qui est une constante c'est qu'il y a toujours eu cette conscience de l'autre dans mon mode de fonctionnement depuis l'enfance. Et j'ai réalisé petit, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans, 7 ans, j'ai réalisé que j'avais une capacité de pouvoir lire les gens et que ça pouvait être une arme à double tranchant. Donc, ce qui s'est passé, je donne un peu de contexte, la terreur de la cour d'école, un gamin qui frappait tout le monde et franchement, les instits n'en pouvaient plus de lui. Vraiment, c'est un garçon très très difficile. Je connaissais rien de son histoire et un jour à table, il a voulu entre guillemets, s'en prendre à moi. Et je lui ai dit, de toutes les façons, t'es comme ça parce que ton père bat ta mère et parce que je sais plus quelque chose que je lui ai dit ou parce que tu crois qu'il t'aime pas, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais pointé exactement les blessures, les douleurs du gamin. Il s'est mis à pleurer d'un coup. Là, j'ai eu un sentiment de culpabilité énorme et j'ai compris ce jour-là que cette capacité à pouvoir voir des choses chez les gens, ça pouvait être une force et aussi quelque chose de dangereux. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis fait une promesse de toujours l'utiliser à bon escient. Donc, est-ce que j'y suis arrivé? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours posé ma conscience dessus. De dire, j'arrive à lire les gens, j'arrive à comprendre des choses, j'arrive à voir des choses globalement et comment je peux m'en servir pour élever les personnes plutôt que de les écraser ou d'être moi au-dessus de la meute. Donc c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est surtout que très clairement, quand tu posais la question à laquelle j'ai pas vraiment répondu de est-ce que ça a changé quelque chose vis-à-vis de mes enfants, ça renforçait encore plus ce besoin de congruence parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit. Ils font vraiment ce qu'on fait. Quand je vois que euh, mon fils, bah voilà, il va chanter des mantras, il fait des poses de yoga, il fait du sport, il fait des trucs, il se pose, il va chercher un livre, il se pose, il lit un livre, il fait ce qu'il voit ses parents faire. Donc moi, ça m'incite à être vraiment encore plus congruent dans ce que je fais. Et ça a renforcé ça en fait, le fait de me dire, ben, il y a un petit être là qui reproduit ce qu'il voit et j'ai au moins une responsabilité là-dedans. Ouais, ouais, c'est super. C'est vrai que les enfants, ouais, moi, j'en ai 3. Donc, ils font ce qu'on fait et pas ce que l'on dit. Tu as parfaitement raison, ça, même si parfois on le sait et ça marche pas. Et je pense que dans le business, c'est un peu la même chose. On vient à ça sur sa façon d'être. Finalement, tu construis ton business avec ta façon d'être, avec ce que tu fais, ce que tu es au final. Et tu te demandais si tu y arrivais à avoir cette bienveillance. En tout cas, moi, de l'autre côté de l'écran, oui, je trouve que tu y arrives super bien et que ça, c'est vachement important. Alors peut-être que dans tout ce que tu me dis là, et c'est quelque chose qui intéresse ma communauté, c'est sur cette hypersensibilité que tu as peut-être découvert d'enfant, tu as ressenti et que tu as réussi à faire une force. Et c'est aussi tout ce que j'aime faire comme travail, c'est que pour moi, on est tous hypersensibles et tu me diras, toi, comment tu vois les choses et que ce qui est important, c'est arriver à travailler là-dessus et à en faire, bah, plutôt une qualité et pas, un handicap. Oui, alors je sais pas si je suis d'accord et en fait, je mets juste un peu de contexte. Plus j'avance dans la vie, moins j'ai de certitudes. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais plein de certitudes. Ouais, les choses elles sont comme ça, etc. J'ai de moins en moins de certitudes
Et j'aborde les choses vraiment comme un explorateur. Je pourrais te dire oui, je suis d'accord avec ça. Je pourrais te dire peut-être non dans 24 heures ou dans 48 heures. Je me laisse toujours le droit maintenant d'évoluer dans ma manière de penser. Mais aujourd'hui, je te dirais que je ne pense pas qu'on soit tous hypersensibles. Je pense qu'on a tous une sensibilité. Moi, je l'observe aussi, ne serait-ce que parce que j'accompagne des profils qui sont plutôt des profils atypiques, et donc qui ont parfois vraiment des neuroatypies, des manières de percevoir le monde qui peuvent être plus sensibles, les couleurs, les sons, les interactions, etc. Donc, et ça s'explique hein, dans le cerveau, bref. Mais donc, mettant ça à part, pour moi, la sensibilité, c'est quelque chose qui a été assez réprimé, comme pour beaucoup d'hommes, avec ces injonctions de sois fort, faut pas trop pleurer, etc. Donc, qui fait que j'ai créé cette carapace plus jeune où il n'y a pas grand-chose qui m'atteignait et ce truc de, allez, il faut y aller, faut être dur, faut être fort. Et puis un jour, la coquille s'est craquée parce que, en fait, je me suis rendu compte que cette carapace et cette armure, au bout d'un moment, elle devenait trop lourde et qu'il y avait besoin de la poser pour avoir des relations plus profondes, plus sincères et pour être nourri. Je me sentais pas pleinement nourri à ce moment-là de ma vie et j'étais pas mal challengé à différents moments. Et quand la coquille s'est cassée, j'ai vu plein d'autres choses à l'intérieur que j'ai aimées. Et aussi, il y avait des peurs. La peur de, bah, si tu es vulnérable, est-ce qu'on va te voir, voilà, est-ce que ton image va perdurer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et quand tout ça a volé en éclats, je me suis autorisé justement plus de vulnérabilité. Et je dirais vraiment vulnérabilité, parce qu'en fait, la sensibilité, pour moi, elle est toujours là, mais c'est est-ce que tu vas ouvrir les portes ou pas? Et aujourd'hui, j'estime que ça me sert vraiment. Ça me sert à justement être encore plus en empathie, avec les autres, à développer encore plus mes capacités sensorielles et extrasensorielles aussi, parce que pour moi la sensibilité elle va aussi dans ce sens-là. Donc c'est tout ça et ça en fait un vrai outil. Et je dirais qu'aujourd'hui je suis un meilleur accompagnant grâce à ma sensibilité et à ma capacité d'accueil aussi de cette sensibilité. Beaucoup des personnes que j'accompagne qui sont encore une fois des profils atypiques ont du mal à trouver leur place dans des endroits où leur sensibilité n'est pas accueillie parce que ça ne se fait pas. Et le fait de pouvoir avoir un espace dans lequel c'est pleinement accueilli, ça fait déjà une partie du travail parce que quand on a la capacité de déposer quelque chose, de se sentir écouté, entendu, accueilli pleinement, sans injonction et sans condition non plus, ça aide à créer le cadre de transformation profonde que moi je recherche et que les personnes qui viennent vers nous recherchent aussi. Ouais, merci et super tes explications. Et je trouve que justement les gens vont comprendre ta façon de voir et de penser. Et je pense que ça, c'est hyper important sur cette sensibilité. C'est pour ça, moi, je dis, on est tous hyper sensibles, on a tous cette sensibilité. Mais effectivement, la vulnérabilité, ça peut faire peur et souvent, ça fait peur. Et j'aimerais là qu'on aborde justement ça, ce côté des peurs. Comment toi, tu as dépassé ces peurs? Comment tu as réussi à trouver les moyens pour aller encore plus loin dans, dans Ah ce ouais, sujet. les peurs, c'est tout un sujet. Je suis quelqu'un qui était tétanisé par ses peurs quand j'étais gamin. J'ai beaucoup d'anxiété, on va dire. Le simple fait de changer d'environnement, pour moi, c'était vraiment vecteur d'anxiété. Je vivais très mal les fins d'école, les rentrées, etc. Changement d'environnement, pour moi, c'était très, très, très compliqué. J'avais beaucoup de peur. Alors sur un truc un peu plus léger, mais je pouvais être le mec qui était amoureux d'une fille et pas lui dire pendant un an, tu vois, parce que tétanisé par le fait d'aller la voir, de lui dire ou d'aller un peu plus loin. Et ensuite, j'ai eu un incendie à mes 17 ans. Où il a fallu sauter par la fenêtre. Bon, il y a eu beaucoup de casse matérielle et puis un petit peu physique, mais pas trop grave. Et ça a été un déclic. Ça fait un peu le cliché, tu sais, du mec, il faut qu'il lui arrive un gros truc, mais je pense que si ça arrive, c'est pas par hasard. Et ça m'a fait un électrochoc, un vrai électrochoc. Dans ce truc, encore une fois, qui peut être assez cliché, mais j'aurais pu mourir, je suis pas mort. Cool. Donc maintenant, comment est-ce que tu profites de la vie? Et ça a été un changement énorme pour moi. Pour te dire,
comment j'ai géré mes peurs à partir de là. Avant, elles me tétanisaient à ce moment-là. Donc, j'avais postulé dans une des meilleures écoles pour la communication, donc l'école Estienne. Ils m'appellent quelques jours après l'incendie et ils me disent, voilà, vous avez été pris. Et je leur dis non. Je leur dis non. C'est ce que je voulais toujours faire et je leur ai dit non. Parce que là, je me suis dit, je vais commencer à écouter mes tripes. Mon mental m'avait dit, fais cette école. Mes tripes m'ont dit, fais autre chose. Et l'endroit où je suis allé, l'école dans laquelle je suis allé, c'était la plus belle expérience de toute ma vie, vraiment. C'est un lieu qu'avec des personnalités justement atypiques, enfin, c'était une école de design ouverte 24 heures sur 24 avec plein d'ateliers, enfin vraiment c'est très libre, très 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 libre. Ça a été vraiment génial. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose et j'ai commencé à gérer mes peurs autrement. Je me suis dit, maintenant, quand quelque chose me fait peur, je sais aussi qu'il y a une porte par là et j'ai compris quelque chose. En tout cas, maintenant, je le dis comme ça. Pour moi, la peur, elle se nourrit du temps. Plus tu laisses du temps à une peur, plus elle va grandir et plus ça va te faire peur. Et honnêtement, j'ai rarement vu des gens qui avaient plus peur de quelque chose une fois qu'elle l'avait fait qu'avant de le faire. Donc, très souvent, la peur, c'est synonyme qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, je le vois juste comme une information. Là, je fais, en ce moment, je suis en train de faire un shift dans mon business. Il y a des peurs, je les regarde, je sais qu'il va se passer des choses, mais aujourd'hui, ça ne me tétanise pas. Je vois juste les peurs comme une information. C'est l'information qu'il se passe quelque chose, que mon système l'identifie peut-être comme un danger. Est-ce qu'il y a danger ou pas? Après, c'est à moi de voir, d'avoir de la clarté, de prendre du recul, de prendre des moments de réflexion pour observer la situation, l'analyser, et puis me dire que par expérience, à chaque fois que je suis allé vers mes peurs, j'ai grandi. Donc, que je m'autorise aussi toujours cette croissance. Ouais, c'est ça, les peurs, les émotions sont des messages et juste à écouter. Et finalement, la peur, c'est la peur de mourir. Tant que tu meurs pas, finalement, la peur, elle est juste là pour être dépassée et pour aller plus loin. Je pense que les gens qui ont vécu ça, cette sensation où bah, on a pu mourir, moi aussi j'ai vécu ça à un moment donné dans ma vie. C'est vrai qu'ensuite, il y a un avant et un après. Et c'est toi, comment, de cette expérience-là et après, tu me dis là aujourd'hui, dans ton business, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui évoluent, tu passes encore un cap comme tout le monde, je dirais. Et ces peurs, est-ce que tu as des outils, une façon, est-ce que tu as modélisé quelque chose? Parce que je sais bien aussi qu'il y a ce côté-là. Est-ce que tu as modélisé quelque chose là-dessus? Déjà, la première chose, c'est que aujourd'hui, j'attends pas qu'une peur se pointe pour bouger. Je suis moins réactif, je suis plus créatif. Ça veut dire, je vais créer ma vie en conscience et de manière proactive. Donc, pour être un peu plus précis sur ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de, on va dire, allez, dans mon business, il y a deux parties. Il y a la partie business, comment faire plus d'argent, développer des systèmes, croître de manière saine, etc. Et une partie plutôt transformation de l'être. Je dirais il y a même une notion de spirituel là-dedans. C'est comment est-ce que en tant qu'être, je me mets en expansion, comment je vais vers la vie qui m'inspire, etc. Donc cette partie-là, elle est aujourd'hui, elle était très cachée au fond de nos programmes et ça crée des transformations et même des guérisons. Je pourrais vraiment parler de guérison parce qu'il y en a eu au sein des programmes. Et je me suis dit, j'ai envie de le mettre en lumière, d'apporter ces transformations et de le faire aussi via des événements présentiels. Ce qu'on peut faire maintenant, qu'on pouvait pas faire il y a quelques mois avec le Covid. Donc aujourd'hui, oui, il y a la peur de montrer une autre facette qui était un peu cachée, voilà, bien cachée, etc. De la mettre vraiment en avant. Il y a quelques peurs, mais du coup, c'est moi qui crée ça. J'attends pas que ça se présente ou d'être forcé de le faire. Aujourd'hui, je vais le faire. Donc c'est ça aussi qui a évolué. Après, enfin, dans les outils, il y a plusieurs choses. Déjà, dans la manière alors ça, c'est un des fondamentaux dans ce que je fais. Il y a vraiment cette notion très simple de être, faire, avoir. Donc, je fais en sorte dans mon temps, dans mon planning, d'avoir des moments qui me permettent, alors, ce que je vais définir comme avoir, c'est ce qui me permet d'avoir concrètement. Donc, tout ce qui est lié à l'argent, à la prospection, etc. Le faire, c'est mes actions très concrètes. Ça peut être le coaching, des actions marketing, etc. Et l'être, c'est ces moments que je vais prendre pour nourrir mon être. Ça peut être des choses qui me passionnent, ça peut être tout simplement me poser, réfléchir, et c'est dans ces moments-là que je vais justement nourrir mon être et aller aussi observer des choses. Donc, je prends des créneaux dans la semaine, par exemple, où j'ai un carnet spécifique.
je me mets globalement toujours au même endroit pour créer aussi un ancrage, que les pensées viennent assez facilement. Au même endroit, la même musique, le même carnet, justement comme je disais pour créer cet ancrage. Et à ce moment-là, je vais commencer à me mettre Alors, je fais d'abord ce qu'on appelle un brain dump. Donc, toutes les idées que j'ai en tête, parce que mon cerveau, il tourne toujours à 2000 à l'heure, je mets tout à plat. Tout ce qui n'est pas en lien avec ma vision, des choses qui m'inspirent, je raye en me disant, OK, ça, c'est pas important. Et tout ce qui me challenge, je vais me poser pendant quasiment 1 heure pour aller l'observer. Et là, je me mets en position méta et j'observe mes pensées. J'observe mes peurs. J'observe qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs. J'observe les différentes parts de moi. Tiens, quelle part a peur à ce moment-là? Tiens, c'est peut-être la part qui a envie d'apporter, je sais pas, de la sécurité à son enfant. Ok, de quoi elle a besoin cette part pour pouvoir se sentir en sécurité? Tiens, elle a besoin de ça. D'accord. Comment je peux lui apporter? Quelle part de moi peut lui apporter ça? Ah tiens, c'est la part entrepreneuriale qui est structurée, qui ceci et cela. Et donc en fait, je fais ce dialogue ou cette médiation entre les différentes parts et je vais aller apaiser, accueillir celles qui ont les peurs. Parce que c'est pas toutes les parts de soi. Souvent, quand on se dit j'ai peur, qui est je? Et quelle part de soi est je à ce moment-là? C'est pas toutes les parts de soi qui ont peur. Il y a une part qui a peur et il y en a aussi qui n'ont pas peur. Et c'est là où, quand on sort d'un monde très duel, on se rend compte aussi qu'on porte en soi à la fois cette unité et cette dualité. Le j'ai peur et je n'ai pas peur en même temps et qui s'exprime de manière plus ou moins forte. Et donc à ce moment-là, je crée cette médiation et de ça ressortent des choses très concrètes. Quelles actions, quel timing, quelles contraintes. Voilà. Et quand je dis contrainte, souvent on voit la contrainte comme quelque chose de négatif. Moi, la contrainte, je trouve ça génial. Par exemple, si je me dis comment je peux faire ça en moins de temps. Par exemple, si j'ai une idée et je me dis, tiens, ça, j'aimerais bien faire ça dans 10 ans, comment je peux le faire en 1 an? C'est une contrainte de dingue, mais ça va m'aider, ça va me pousser à être beaucoup plus créatif, à faire les choses complètement différemment. Donc c'est à ce moment-là que je vais mettre des contraintes pour pouvoir justement dépasser ces peurs après les avoir observées, les dépasser, les transcender et en même temps dans ces moments-là les accueillir. Donc voilà le process que j'utilise. C'est pas le seul, mais on va dire euh, là pour donner des clés concrètes ce que je fais. Ok, bah merci pour ce partage de ta façon de faire et de cette vision. Ouais, quand tu dis, c'est vrai qu'on parlait de vulnérabilité, mais ce côté aussi de peur, de dualité, moi j'aime bien faire l'analogie avec Star Wars et les Jedi. Il y a toujours le parti obscur et le parti lumineux. On est toujours avec ces deux trucs. Et dans les films, c'est ça. À un moment donné, ils ont des choix, on a des peurs, quelque chose qui arrive. De quel côté je vais pencher, de quel côté je vais aller. Et ça, c'est super important. Tu parlais aussi de temps d'être. Et souvent, dans le business, dans les gens qui sont beaucoup dans le faire, voilà, ouais, il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse plein de choses. Ils oublient ce temps d'être qui, pour moi, comme voilà, méditation, des visualisations, comme ça, il y a des gens qui disent, bah, ils ont l'impression qu'ils c'est perdre du temps, alors que pas du tout. C'est utiliser le temps de façon autre pour être plus créatif, pour être beaucoup plus dans l'écoute de soi et de ce que tu as envie, de tes besoins et ce que tu veux faire. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est un fléau qu'on voit peu parce qu'il dit pas son nom et il est très insidieux. Le nombre d'entrepreneurs qui sont tellement dans le faire qu'ils n'existent plus en tant que personne au-delà de leur réussite. Alors, ça donne des personnes qui s'associent à leurs chiffres, à leurs résultats. Une personne qui, quand elle fait des super chiffres, ouais, c'est bon, je me sens bien, c'est génial. Quand la personne fait des moins bons chiffres, elle se sent mal, elle est pas bien, etc. Ça, c'est un premier constat. Mais surtout, ce que je trouve terrible, c'est que en vrai, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains et que l'essentiel de notre focus devrait être quand même sur notre expérience de la vie et que malheureusement, beaucoup de personnes passent à côté. Alors ça, moi, je me suis beaucoup fait mentorer aussi aux États-Unis. Voilà, surtout dans des masterminds avec des personnes avec un certain niveau de réussite. Et quand je vois que, allez, peut-être 7 personnes sur 10 sont seules, divorcées, relations catastrophiques, encore une fois, il peut y avoir plein, plein de facteurs, mais quand on voit que c'est lié à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ce truc de il faut absolument que je réussisse, quitte à passer à côté de ma vie, mais il faut que je réussisse, mais réussir pourquoi en fait? Surtout que ce dont je me rends compte, c'est que quand ils ont atteint ce qu'ils pensaient être le Graal,
il y a comme une forme de dépression parce que on se rend compte que merde, j'ai fait ces chiffres où j'ai atteint ce truc, je voulais être sur scène, je suis sur scène, je voulais sortir un livre, j'ai sorti mon livre, je voulais faire un TEDx, j'ai fait mon TEDx, ok, c'est génial, mais passer les 24 heures de ressenti, de gloire personnelle, il y a quoi après? Avec qui tu le partages? Qu'est-ce qui fait que ta vie est riche, mais vraiment riche? C'est ça qui est terrible, je trouve. Et sans compter les burn-out, tous les burn-out chez les entrepreneurs, encore une fois, c'est terrible. Donc moi, je suis partisan de quelque chose de sain. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la réussite ou l'épanouissement, c'est la réussite et l'épanouissement. Moi, je fais partie de ces personnes. Je me qualifie parfois comme un hédoniste. Je pense qu'on peut tout avoir, qu'on peut profiter de tout, qu'on peut aimer la vie, qu'elle peut être agréable, même si on est entrepreneur. Et j'ai pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé premier ordinateur que j'ai eu, j'avais 13 ans. Mon père avait gagné au tiercé et il avait acheté un ordinateur. D'ailleurs, encore une fois, gratitude papa. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans, on va dire, dans le milieu de l'image, du graphisme, etc. Ce qui était ma première vie, on va dire. Et quand je me suis lancé, j'avais cette soif d'apprendre qui fait que je dormais pas. Donc, jusqu'à 2 3 heures du matin, j'étais sur l'ordi, j'apprenais des trucs, j'étais vraiment passionné. Et j'ai gardé ces habitudes pendant très longtemps, y compris dans ma voie entrepreneuriale où j'avais une agence. Et quand tu es en mode agence, des agences de marketing, etc., t'as toujours des clients qui te demandent des trucs pour hier. Tout le monde est toujours dans l'urgence. C'est un monde qui ne fonctionne que par l'urgence. Donc, il faut toujours faire les choses pour hier. Je dormais pas. J'avais un mode de vie qui était pas sain du tout. Je faisais quand même beaucoup de sport, heureusement. Je pense que c'est ça, le sport et la danse qui m'ont fait éviter un burn-out. Mais très clairement, c'était très malsain. Et oui, ma relation n'était pas saine à cause de ça. Donc j'ai beaucoup tiré d'enseignements de tout ça. Et quand je vois des personnes, oui, à des moments, il faut se donner les moyens, faut y aller pour construire un certain élan. Ça, c'est comme le vélo, hein, si tu mets pas le bon coup de pédale au début, tu n'auras pas l'équilibre. Donc oui, il y a besoin de mettre un coup de collier, mais si ce coup de collier, il se transforme en mode de vie, c'est qu'il y a un truc que t'as pas bien fait. C'est que c'est peut-être pas la bonne méthode, c'est que c'est peut-être pas, enfin, il y a plein de choses après. Il peut y avoir la méthode, les tarifs, le marketing, plein de leviers. Mais c'est qu'il y a un truc qui colle pas et une personne ne devrait pas rester des années comme ça à bosser tout le temps. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été construit comme il faut. Pour moi, on construit des fondations. Les fondations, ça peut prendre un peu de temps, comme quand on voit la construction d'un immeuble, hein, tu as l'impression que les fondations, ça prend des mois et des mois, et après que les étages, ils se construisent hyper vite. Mais si tu es toujours dans les fondations et que tu es toujours dans le dur, en train de creuser la terre, etc., c'est qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Ok, ouais, ouais, c'est chouette. Ce que ça me fait penser là, je pense à ces habitudes. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de zones de confort, tu vois. Moi, je parle plutôt des zones d'habitude, de routine, parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça et on est fait d'habitude. Et même les gens qui me disent: «Ah, mais moi, j'aime pas les habitudes, j'ai pas d'habitude». Bah oui, bah, c'est d'habitude de ne pas avoir d'habitude. Ouais, on a tous des routines, on a tous des choses comme ça. Et toi, j'aimerais faire le lien avec justement ces habitudes, ces routines et ce yo-yo émotionnel qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. Bah ouais, tu disais, c'est super haut parce que ouais, je gagne de l'argent, j'ai des clients, ou alors je suis super bas parce que j'en ai pas. Comment tu lis les deux pour harmoniser, pour faire en sorte que tout ça, ça soit plus zen, plus tranquille pour toi? Encore une fois, là, je pourrais te donner plein de réponses dans plein d'axes différents, mais je vais en choisir deux. Je vais te parler des habitudes et je vais parler d'autres choses. Moi, j'utilise entre autres le Human Design. Le Human Design, c'est, on va dire, la science de la désidentification et aussi de... euh, pour moi, c'est comme un mode d'emploi de l'humain. C'est comment est-ce que tu fonctionnes. Alors, encore une fois, on peut accrocher ou pas. Moi, la première fois que j'ai lu des trucs sur le Human Design, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc de perché? Et après, encore une fois, je suis pas un scientiste. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste qu'est-ce que la science a prouvé ou pas, c'est qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc j'aime expérimenter. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui me définit, c'est que je suis quelqu'un qui expérimente. Je ne me satisfais pas de on dit ça ou il paraît que ça marche. Pour moi, j'ai besoin d'expérimenter. Donc j'ai expérimenté des choses de, on va dire, d'un spectre très 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 large, des choses très 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 pragmatiques et des choses absolument pas pragmatiques.
Pour moi, ce qui fonctionne, c'est ce qui, dans mon expérience, a fonctionné. Voilà. Donc, le Human Design, pour moi, ça a fonctionné. Et pour les centaines de clients que j'ai accompagnés à l'aide du Human Design, je me suis rendu compte que ça donnait une grille de lecture complémentaire sur qui ils étaient, leur mode de fonctionnement, etc. Je vais donner un exemple. En Human Design, il y a un type qu'on appelle les projecteurs en français. Donc les projecteurs, c'est un type de personnes qui sont globales. Tu connais un peu le Human Design ou pas, Ouais, non? ouais, ouais, je connais l'human design. Et, Ouais, moi aussi, je l'utilise un petit peu. Ouais. et toi, tu sais que tu es quel... Moi, je suis manifestateur générateur. D'accord. Donc, les projecteurs, ce sont des personnes, on va dire, qui ont cette capacité à très vite voir, percevoir chez les autres quelque chose et qui, en même temps, ne produisent pas leur propre énergie. Donc, sont assez dépendants de l'énergie des autres. Donc, ils ont besoin aussi très souvent des autres. Et ce sont des personnes qui ne pourraient pas bosser comme des malades 10 heures d'affilée, qui ne devrait surtout pas faire ça. Ben, un truc tout bête. Quelqu'un qui est projecteur et qui a ses habitudes de bosser de manière toujours intense, je sais que cette personne a déjà fait des burn-out ou va en faire et qu'elle ne doit pas faire ça. C'est pas sain pour elle par rapport à son énergie, etc. Donc, moi, je vais utiliser le Human Design aussi pour savoir, OK, qui j'ai en face de moi, que me dit cette cartographie de cette personne, comment est-ce qu'elle gère ses peurs, comment est-ce qu'elle gère ses pensées, comment est-ce qu'elle gère ses émotions, comment, c'est quoi ses challenges en termes d'identité, etc., etc. Donc, il y a plein de leviers. Donc, déjà, moi, ça me donne une bonne lecture. Et aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer accompagner quelqu'un sans savoir qui elle est. Mais quand je dis qui elle est vraiment, au-delà de ce qu'elle croit être. Donc ça, c'est pour moi déjà une grille de lecture. Après, la question des habitudes. Donc, pardon, une fois qu'on fait ça, on apprend aussi à se désidentifier, c'est-à-dire à comprendre qui on est et à sortir de ses conditionnements et de ses identifications, de s'identifier à sa manière de penser, de s'identifier à ses certitudes, de s'identifier à ses peurs, etc., etc. Et cetera. Et quand tu commences à vivre selon ton design, tu peux plus t'identifier à un truc externe, c'est-à-dire à des chiffres, tu vois les chiffres comme des chiffres, point. Et tu commences à regarder d'autres indicateurs. Donc déjà, pour moi, c'est un levier important. Après, dans la question des habitudes, j'ai deux choses qui sont complémentaires et qui sont un peu rupturistes par rapport à ce que j'entends globalement dans l'entrepreneuriat. On te dit, ouais, voilà, faut faire ça, nouvelles habitudes, etc., etc. Je suis partiellement d'accord avec ça. Ce que je sais, c'est que l'humain va faire ce qui se passe quand on essaye de faire en sorte que des personnes aient des habitudes très différentes, c'est qu'elles vont les faire avoir ces nouvelles habitudes pendant un moment et ensuite ça va de nouveau redégringoler. Un peu comme la gravité, c'est la loi de la gravité. Ça va emmener naturellement vers ce que la personne, par rapport à l'identité qu'elle a, estime être normal. Normaliser quelque chose. Je te donne un exemple très simple qui est Tu utilisé peux. par... Pardon? Ouais, juste, je pense que Ouais, ça me rappelle l'alimentation et les régimes. C'est exactement ça. exactement. C'est Exactement. exactement ça, tu vois. Exactement. J'allais en venir. Justement, les nutritionnistes, il y a des nutritionnistes qui ont vraiment étudié le sujet, qui se sont dit, en fait, le mieux, c'est de faire en sorte que les gens gardent leurs habitudes. C'est là où ils vont être en capacité de maintenir des changements pendant une durée très très longue. Donc, en termes d'habitude, imaginons qu'une personne a l'habitude de remplir son assiette pour avoir le sentiment de satiété. Et je dis le sentiment parce que c'est pas lié que au fait de manger, c'est aussi, il y a tout l'aspect visuel, etc. Donc la personne, si elle remplit son assiette et tu lui donnes une assiette de plus en plus petite, elle va garder son habitude de remplir son assiette et de manger une assiette remplie. Elle aura juste une assiette de plus en plus petite. Elle va manger de moins en moins. Et ça, on se rend compte que ça a un impact sur les quantités que la personne va manger plutôt que de lui dire de manger moins et qu'elle se rende compte que son assiette est de moins en moins remplie et qu'elle a déjà un sentiment de frustration avant même d'avoir entamé son assiette. Donc ça, c'est euh, notre corps, mais c'est aussi, c'est pas tant le corps, enfin, c'est l'identité qu'on s'est créée. Et donc, à notre identité, on a des choses qu'on estime être normales. Imaginons que pour une personne, un entrepreneur lambda, ce qu'il estime être normal, c'est de faire beaucoup d'efforts pour générer 2000, 3000 euros par mois. Donc ça va être sa norme. Si on lui dit, tiens, tu vas devoir faire des choses différentes pour produire un résultat différent, très souvent, il va commencer à le faire. Et je vois souvent chez les entrepreneurs le syndrome de l'étoile filante. C'est à des moments, waouh, des super chiffres, et après, ils reviennent à leurs normes. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas changé leur identité. Et pour moi, il y a un travail identitaire à faire. Donc, quand on parle d'habitude, pour moi, c'est un travail identitaire. Maintenant, imaginons que pour une version de moi, donc moi, je parle de version du futur, pour une autre version de moi,
avec cette identité-là, c'est très normal de faire peut-être, on va dire, si je prends ce même entrepreneur, 2 3 000, ben on va dire, allez, le double, entre 4 et 6 000 € par mois, mais en faisant très très peu d'efforts, mais que c'est normal pour cette version du futur. Mais en fait, plus la personne va se mettre dans l'état d'être de cette version du futur, plus elle va pouvoir normaliser cette réalité et aller vers cette réalité. On peut utiliser la visualisation, on peut utiliser plein d'autres choses aussi corporelles pour pouvoir normaliser quelque chose en se mettant dans un certain état d'être. Et c'est plus une question d'identité que d'habitude. Donc, encore une fois, si je prends l'étudiant, c'est normal pour lui de manger des chips peut-être tous les midis et c'est ça, c'est ce qui va être sa norme en fait, de mal manger entre guillemets, mais c'est lié peut-être à ses moyens. Quand il commence à faire sa première embauche, bah, il va manger différemment, il va manger avec les collègues peut-être dans des restaurants, etc. Et donc, ce sera une nouvelle norme, une nouvelle habitude. Donc, pour moi, j'ai pas la volonté de pousser les gens à lutter contre leurs habitudes, mais plutôt de créer de nouveaux standards, une nouvelle identité qui fait que ces habitudes représentent une norme, de normaliser. Voilà. Et dans nos standards, on a des standards hauts et on a des standards bas. Bah, c'est faire changer les deux avec l'identité. Donc en se disant, qu'est-ce que je peux atteindre et c'est quoi aussi mes standards les plus bas, c'est-à-dire qu'est-ce que je tolère. Et ça, c'est lié à l'identité. Voilà. Quand on est étudiant, bah, peut-être qu'on tolère de mal manger. Quand on est un adulte un peu plus responsable, peut-être que c'est quelque chose. Alors, je prends ça parce que c'est un exemple qui peut parler à tout le monde, mais peut-être que nos standards vont être plus élevés. Ouais, ça c'est une vision que j'ai découvert dans ton équipe et chez toi, qui m'a vachement intéressé, qui m'a fait beaucoup bouger et changer les choses de ce côté. Bah, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. On parle beaucoup du plafond de verre et pouf, plafond de verre, mais il y a aussi le plancher d'acier, c'est-à-dire Ouais. c'est ces standards bas, comme tu dis. Eh bien, le but, c'est de les monter parce que tu seras beaucoup plus à l'aise si, bah, c'est l'exemple, si tu montes d'un étage à un autre, plutôt que d'avoir un truc très haut et te dire, bah, il faut que je saute tout là-haut pour l'atteindre, alors que bah, si tu montes les marches petit à petit, bah, c'est plus facile. Donc, augmenter ces standards, c'est vachement important. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est aussi vital à certains moments. C'est-à-dire que élever son plafond, globalement, je trouve qu'on est dans une société qui pousse les personnes à aller plus loin dans leur plafond de verre. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires, il n'y a jamais eu autant d'opportunités, quel que soit ce qu'on en pense, hein. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de faire de l'argent que maintenant. On est à une époque qui est dingue. Je rencontre toutes les semaines des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont... j'étais dans un séminaire IMO il y a 15 jours, un jeune de 25 ans qui a 30 biens immobiliers. Mais moi, ça m'a fait halluciner. Parce que l'information est là, parce que voilà, il faut savoir s'en saisir, mais voilà. Donc, les opportunités, elles sont là. Par contre, donc rêver plus haut, oui. Par contre, effectivement, les standards bas, il y a besoin de les élever. Parce que moi, je dis qu'on sera toujours à la hauteur de ces standards les plus bas et pas de ces standards les plus hauts. Et on l'a vu chez des acteurs, chez des sportifs de haut niveau, des personnes qui deviennent multimillionnaires et qui sont fauchées ensuite. Il y en a plein. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont élevé leurs standards les plus hauts, les restos dans lesquels ils vont, le niveau de vie, les standards de vie, le standing, etc. Mais par contre, leurs standards les plus bas, ce qu'ils tolèrent, ils l'ont pas fait évoluer. Donc ce sont des personnes qui, par exemple, n'ont pas commencer à penser d'une manière à garder leur argent, à faire des investissements, des choses comme ça. Donc, ils ont pensé, en fait, être pauvre, c'est un état d'esprit. Moi, je dis souvent, être pauvre, c'est un état d'esprit. On peut être fauché. Ça m'est arrivé dans mon parcours entrepreneurial d'être fauché, mais j'étais pas pauvre. J'étais plein de richesses, mais j'étais juste fauché. Par contre, on peut avoir plein d'argent sur son compte en banque et être pauvre, avoir un état d'esprit de pauvre. Et donc ça, pour moi, c'est aussi apprendre à élever ses standards les plus bas, c'est qu'est-ce que je tolère. Et c'est valable pour toutes les sphères de vie. Par exemple, euh, si on parle de l'entourage, la personne qui se dit, ben, moi, je tolère qu'on me parle mal, je tolère qu'on me diminue, je tolère qu'on se moque de moi. En fait, je laisse effectivement la porte ouverte à quelque chose et j'accepte ça. La personne qui se dit, et là je vais aller sur quelque chose qui peut un peu piquer, mais je tolère d'avoir des revenus à ce niveau-là, c'est aussi quelque chose qu'on tolère. On n'est pas obligé de le tolérer. On peut dire, oui, Cannes, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, quand tu tolères pas ça, tu commences à faire d'autres types d'actions parce que émotionnellement, tu es engagé. Et moi, j'ai vu à des moments, en 2012, j'avais une entreprise qui d'un coup a chuté, mais pour plein de raisons, je vais pas revenir là-dessus, pour plein de raisons, des mauvais choix, etc.
Et moi, j'ai accepté de baisser mes standards. C'est-à-dire, j'ai accepté de baisser mon niveau de revenu pour payer mes salariés, pour payer mes prestataires. J'ai baissé, 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 baissé. Et je suis arrivé à un niveau où mes standards étaient tellement bas que c'était devenu inquiétant. J'avais touché mon plancher d'acier et je l'avais même fait baisser. Mais il y a des personnes qui pourraient aller encore plus bas et qui pourraient finir à la rue. Et je dis pas ça pour jeter la pierre. Il y a toujours des parcours de vie qui sont singuliers. Mais il faut se dire aussi qu'une personne qui finit très très bas, c'est parce qu'elle a aussi accepté, dans une certaine mesure, que ses standards soient très bas. Et j'ai vu de tout. J'ai vu des mamans solo avec pas un rond, mais qui se disaient, moi je n'accepte pas, je veux pas finir à la rue avec mes enfants à la rue, et qui ont fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, elles ont fait tout ce qu'il fallait. S'il fallait faire du ménage, nettoyer des vitres pour des vitrines ou je ne sais quoi, elles allaient faire ce qu'il fallait parce qu'elles étaient arrivées au plus bas de leurs standards et elles voulaient pas que ça descende encore. Donc on a tous cette capacité par rapport à nos standards, aussi à décider de les élever. Et décider de les élever, et je vais finir là-dessus sur ce sujet, c'est aussi de se dire, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas toujours envie de faire tout ce qu'il faut pour, par exemple, tiens, oh, cette semaine, j'ai pas trop envie de poster, j'ai pas trop envie de parler à des gens, j'ai pas trop envie d'être au téléphone. Ok, faut juste savoir que on met la barre à un certain niveau au niveau de ses standards. Et le vrai challenge, c'est pas quand tout va bien, c'est quand on n'est pas, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas l'envie, c'est qu'est-ce qu'on tolère. Si je suis cette personne qui ne fait aucune action commerciale quand je sens que j'ai pas trop l'énergie, je serai cette personne qui aura des résultats associés à ça. Par contre, si je me dis non, même quand j'ai pas l'énergie, dans mes standards les plus bas, je fais quand même des posts, je vais quand même parler à des personnes ou je sais pas si c'est de la pub ou j'en sais rien. Mais en fait, on aura des résultats aussi à la lumière, c'est pour ça que je disais à la lumière de nos standards les plus bas. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Et pas regarder juste, tiens, qu'est-ce que je peux viser, c'est quoi le maximum, mais aussi de dire qu'est-ce que je tolère aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. Et on vient sur ces habitudes. Qu'est-ce que je tolère et quelles habitudes je maintiens pour ça. Et ça me fait penser à un truc. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes phobiques et on pourrait croire que et beaucoup, et pratiquement tous disent, ouais, je veux m'en sortir, mais oui, je veux faire ça. Mais dans cette acceptation, moi, j'aime bien amener les gens à cette prise de conscience entre l'acceptation et la renonciation. Parce que tu dis, ouais, mais moi, oui, j'accepte pas ça, j'accepte pas ça. Et puis, il y a le côté un peu développement personnel où, oui, il faut tout accepter, voilà, je suis dans l'acceptation totale et tout. Mais à quel moment tu renonces? C'est ça qui est important. Il est où le renoncement? Parce que, voilà, on le vit tous. Et ce renoncement, et moi, des gens qui me disent qu'ils vivent des situations. Enfin, des fois, voilà, je me dis, mais comment la personne peut continuer à vivre comme ça, dans ces conditions-là, dans cet enfermement-là? Et pourtant, elle accepte ça, elle renonce à certaines choses. Et ça, c'est hyper important. Alors, comment toi, tu fais pour passer ça, pour cet engagement émotionnel, comme tu parles, comment tu fais pour le déterminer, l'engager, faire le truc qui fait passer la personne au-dessus? Euh, ça c'est plutôt quelque chose qui est une croyance. Je crois vraiment qu'on est des êtres créatifs, créateurs et illimités. Et je pourrais même employer, alors sans aucune connotation religieuse, mais divin, dans le sens cette capacité créatrice. C'est mon postulat. Ça veut dire que quand j'aborde quelqu'un, j'aborde la personne en la voyant déjà dans ce contexte-là. Ça veut dire que j'avale pas les couleuvres qu'elle veut me faire avaler, qu'elle est limitée, que c'est pas possible pour elle, ou qu'elle ne veut pas, etc. On peut se raconter des histoires, ok? Moi, par contre, en tant qu'accompagnant, justement avec cette bienveillance inconditionnelle, je ne tolère pas qu'une personne soit dans la médiocrité. Et vraiment, j'emploie ce mot à dessein, la médiocrité. Je pense que on est un miracle. C'est pour ça que quand voilà, j'ai créé le mouvement des extraordinaires, pour moi, on est tous extraordinaires par essence. Vivre, naître, c'est un miracle. Euh, Rester en vie, c'est un miracle. Quand tu vois toutes les conditions qu'il faut, c'est-à-dire même si une cellule est un peu transformée dans le corps, ça peut emmener tout de suite à la mort, tu vois que rester en vie, c'est un miracle. Donc moi, je ne crois pas dans ce truc de ah oui, mais voilà, je suis pas fait pour, etc. Donc déjà, le cadre que je pose, c'est une autre réalité. C'est la réalité dans laquelle, ok, c'est permis. Et quand j'emmène les personnes dans ce contexte-là, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Je crée l'espace pour que les possibles soient permis, soient ouverts. Ensuite, bien sûr que la personne elle a de bonnes raisons d'avoir des peurs,
de se dire que c'est pas possible, de se dire qu'elle est limitée, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'aider à faire deux choses. La première, de poser de la conscience sur sa souveraineté, ce qu'elle est vraiment en mesure de faire, sur son potentiel créateur et de lui donner des outils pour le faire. Donc il y a des outils neuro-émotionnels, etc. Voilà, donc des outils qui permettent de le faire. Aussi, il y a des choses qui peuvent bloquer dans le corps. Donc c'est pour ça que je dis on, parce que je travaille pas tout seul. Dans mon équipe, on aura aussi des leviers qui touchent plus au corporel, parce qu'il y a une bonne partie de l'information, même si euh, souvent les coachs, je pense qu'ils peuvent régler la plupart des problèmes. Oui, mais ils vont régler surtout les problèmes du conscient, parfois un tout petit peu du subconscient, mais rarement les problèmes de l'inconscient et encore moins les problèmes du corps. Donc il y a des choses qui doivent se libérer aussi dans le corps parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Si une personne, elle a l'envie de faire quelque chose, mais que tout son système nerveux et que tout son corps lui dit n'y va pas, elle n'ira pas. Donc il y a besoin aussi de régler ça. Donc c'est les verrous qui empêchent d'avancer, faire péter les verrous. Et quand je dis péter, c'est pas dans le sens, tu sais, je suis pas dans ce truc de, allez, on va faire péter les croyances limitantes et tout. D'ailleurs, je fais vraiment une parenthèse là-dessus, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends. Et encore une fois, je ne vais pas critiquer et dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, c'est pas en quoi je crois. Je ne crois pas qu'une personne, quand elle vient vers moi, elle a des croyances limitantes. Je pense qu'elle a des croyances et je porte pas de jugement là-dessus. C'est tout. On va juste voir est-ce qu'elles sont limitantes ou pas. Qui je suis pour savoir si elles sont limitantes ou pas. Faut que j'ai quand même une vue assez omnisciente, que je me prenne pour Dieu pour savoir si c'est tout limitant. Peut-être, et parfois on crée des dommages sans s'en rendre compte. Une personne qui a une croyance, imagine, je vais donner un exemple très concret. Ouais. Une personne qui a la croyance qu'il faut se battre pour réussir. Et elle est face à un coach qui lui dit c'est une croyance limitante. Et il l'aide à faire péter ça. Cette personne-là se retrouve dans un contexte où elle doit se battre pour sa vie et inconsciemment, il y a l'info qui est engrammée de ne te bats pas, c'est pas bon. Elle va se retrouver dans une situation qui sera pas bonne pour elle parce que justement, bah, on crée une information bien profonde que non, il ne faut pas se battre. Donc moi, j'en sais rien si c'est limitant ou pas. C'est toujours une question de contexte. Des gens qui disent j'ai pas confiance en moi, je dis ok, j'y crois pas, mais vas-y, fais-moi la démonstration. Tes parents, oui, d'accord. Tu sens que t'es un bon père, une bonne mère, oui. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Bah oui. T'as confiance en toi en tant que parent? Oui. D'accord, donc t'as confiance en toi. T'as juste pas confiance dans un contexte. Par contre, après, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir pourquoi t'as pas confiance dans ce contexte particulier et d'aller voir c'est quoi l'information. Donc, pour moi, j'ai cette approche, je dirais plutôt chirurgicale, d'aller voir et pas faire des trucs à l'emporte-pièce ou de manière un peu vulgaire, dire à la truelle, quoi, de dire, allez, on va casser toutes les croyances. Donc, pour moi, ça, c'est important. Donc c'est accompagner les personnes là-dedans, aussi à un niveau, comme je disais, de conscience, avoir conscience de ce qui se joue pour elles. Et pour finir, aussi, c'est souvent lié à la vision. C'est par quoi la personne est animée. Qu'est-ce qui l'anime vraiment? C'est quoi sa vision? Qu'est-ce qui fait qu'elle aura envie ou pas de faire quelque chose? Est-ce qu'elle y voit un intérêt? Est-ce que ça nourrit quelque chose en elle? Qu'est-ce qu'on peut aller nourrir quelque chose en elle? Et encore une fois, je peux te donner un exemple très précis. Un entrepreneur qui veut accomplir quelque chose, et si on se cale sur les belles visions, bah oui, il y avait une vision très altruiste, etc. J'ai pas osé le challenger là-dessus sur le moment parce que je me suis dit, ok, je lui accorde le bénéfice du doute, sauf qu'il n'arrive pas à avoir de résultat. Et donc, il pourrait dire, je suis pas capable, etc., etc. Ce qui commence à me sortir comme discours, voilà, mais je sens que je suis pas capable, machin. Mais ça, moi, j'y croyais pas. Et en fait, on est allé voir sa vraie vision. En vrai, il s'est raconté des histoires, point. Il s'est dit que il fallait être cet entrepreneur altruiste pour avoir une bonne image, mais c'est pas ce qui vibrait dans ses tripes. Donc, on est allé voir ce qu'il y avait dans ses tripes. Dans ses tripes, il y avait un truc très simple. J'ai envie de prouver aux gens qui n'ont pas cru en moi, parce il a eu très mauvais résultats à l'école, etc. J'ai envie de prouver à ceux qui n'ont pas cru en moi que je suis capable. Ça paraît pas noble comme raison, pas assez noble dans l'écosystème de l'infoprenariat pour briller, mais c'est ce qu'il a dans les tripes et ce sera vrai pendant un moment. Et à partir du moment où ça c'est plus vrai, il aura peut-être une autre vision plus profonde qui va lui permettre d'aller chercher d'autres choses en se disant, bon, là j'ai dépassé ce truc-là, maintenant ça m'anime plus, ça me stimule plus, je me suis prouvé, je sens que j'ai plus besoin de prouver aux autres.
Maintenant, j'ai besoin d'aller chercher autre chose. Et là, il ira sur un autre niveau. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui est juste pour la personne à l'instant T, pas ce qui fait bien sur le papier. Et c'est pour ça que, pour moi, la vision, je vois pas ça comme un truc juste magique et altruiste, mais comme quelque chose d'authentique. Quand je parle d'authenticité profonde, c'est ça aussi. Être authentique par rapport à soi-même, par rapport à ce qui nous anime vraiment. Et ce qui nous permet de dépasser les challenges et d'aller chercher plus d'expansion, pardon. Ouais, je suis d'accord et je pense que c'est hyper important ce pouvoir de aussi de se dire sans jugement, de dire bah oui, je veux bah, prouver quelque chose, je veux dépasser quelque chose sans écraser les autres, mais de ce pouvoir, de cette force, ça peut te donner vraiment une force et il faut pas être dans du jugement où c'est bien, c'est pas bien ou pas. Et ça, c'est malheureusement effectivement souvent nos pensées, nos croyances, nos peurs qui nous incitent à ça. Et justement, quand tu parlais, et moi, c'est tout ce que je fais aussi, de dépasser ces verrous. Alors, pas les casser, moi j'aime bien les dépasser, dépasser les verrous qui bloquent dans le corps, parce que moi aussi je travaille comme ça et c'est ce que j'adore faire. Et ça c'est vraiment important et je trouve que là-dessus, tu avais une belle vision. J'aimerais peut-être que tu nous en dises un peu plus sur cette souveraineté que j'aime beaucoup dans votre équipe et bah, ce mouvement des extraordinaires, s'il te plaît. Ouais, pour moi, le mouvement des extraordinaires, c'est un mouvement de pair. Je dis vraiment ça parce que je considère que tout le monde, toutes les personnes qu'on aborde sont des leaders. Et c'est aussi, tu vois, quand tu parlais de bienveillance, quand tu vois des personnes comme des pairs et pas juste comme des prospects, puis des clients, tu peux pas aborder les choses de la même manière. Moi, je vois vraiment les choses à parité et il y a des personnes qui sont devenues des collaborateurs, etc. Mais cette question de la parité, c'est de se dire, le mouvement des extraordinaires, ce sont des personnes qui ont vraiment envie d'entreprendre d'une manière différente. D'entreprendre vraiment avec le cœur, mais tout en ayant conscience qu'on est dans un monde matérialiste. Donc c'est, je dirais, l'unification harmonieuse. Je vais pas dire équilibrée, parce que parfois c'est pas une question d'équilibre. Il y a des gens qui ont besoin d'un yin très fort et d'autres d'un yang très fort, mais je dirais harmonieuse en tout cas entre quelque chose de yin et de yang. Oui, la matérialité, parce qu'on en a besoin. Et les gens qui se perdent dans un monde immatériel sont hors sol et ne peuvent pas régler des vrais. On a besoin de régler des problèmes très concrets aujourd'hui dans le monde et des problèmes qui sont tangibles, matérialistes. Les personnes qui sont que dans la matérialité perdent aussi pour moi, de leur essence en tant qu'être, entre guillemets, parce qu'elles vont se définir par ce qu'elles possèdent, par ce qu'elles arrivent à atteindre, et vont avoir une vision justement pour moi, qui les limite dans leur expansion, parce qu'on n'est pas que matériel. Donc, pour moi, c'est comment est-ce que je peux combiner les deux, faire en sorte que ce soit harmonieux, comprendre que je suis dans un monde matérialiste et je préfère que les personnes que j'aime accompagner, je préfère que ce soit ces gens-là qui aient de l'argent pour impacter le monde parce que je sais que quel que soit ce qu'elles feront, il y aura un impact positif parce qu'elles le portent en elles, elles le portent de manière vraiment intègre. Donc le mouvement des extraordinaires, c'est surtout des entrepreneurs qui ne se reconnaissent pas dans les cases. Je dis atypique, voilà, c'est le mot par lequel on peut dire, on peut un peu catégoriser. Des entrepreneurs qui se sentent atypiques et qui ont envie d'entreprendre d'une autre manière, qui n'ont pas envie de croire dans la narration que pour réussir, faut manger les autres, faut être tu vois, au-dessus etc., etc., mais qui sont dans une approche qui est presque comme la permaculture, de dire, ben, en fait, il y a tout, tout est là, on fait avec ce qu'il y a, on respecte l'écosystème, et respecter l'écosystème, c'est autant, voilà, les gens que au-delà, et c'est surtout de la conscience, des entrepreneurs conscients, conscients et visionnaires. On a besoin de personnes qui sont conscientes et visionnaires. Pour moi, aujourd'hui, je ne crois pas dans les leviers politiques pour transformer la face du monde et le faire évoluer. Je crois dans les logiques entrepreneuriales et on le voit, qu'on aime Elon Musk ou pas, il fait évoluer les choses. Alors encore une fois, on peut y avoir le débat de l'électrique ou pas, est-ce que c'est juste ou pas, mais en tout cas, il fait évoluer les choses à ce niveau-là. Je pense à Boyan Slate, ce jeune garçon qui a lancé ce projet pour nettoyer les océans. C'est un jeune garçon qui avait une idée folle, qui a fait une conférence TED et qui ensuite a eu le soutien de plein de personnes et qui a lancé un vrai projet pour nettoyer les océans. Ce sont des entrepreneurs qui font avancer les choses très concrètement, pas des technocrates.
Donc, moi, je crois dans les entrepreneurs et ma vision, c'est de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir le plus de moyens possible de créer l'impact de ce qu'ils ont envie de voir dans le monde. Et j'ai confiance dans le fait que leur intégrité, leur conscience va faire que ça va évoluer, je dirais, dans le bon sens. Encore une fois, sans être bon, mauvais, mais dans un sens qui, pour moi, correspond à une vision que j'ai envie de voir. Et pour la souveraineté, c'est aussi, moi, avant, ma valeur première, c'était la liberté. Et la liberté, il y a toujours des pendants. D'ailleurs, toutes les valeurs, et j'invite toutes les personnes qui ont des valeurs à observer c'est quoi aussi la zone d'ombre de vos valeurs, parce qu'il y a toujours une zone d'ombre. Et très souvent, ce qui nous challenge le plus, c'est ce qui est le plus en lien avec notre valeur la plus haute. Par exemple, chez les entrepreneurs, beaucoup ont cette valeur liberté, mais la zone d'ombre de la liberté, c'est l'engagement ou le manque d'engagement. Parfois, j'ai tellement envie de liberté que j'ai du mal à m'engager. Donc, je le vois souvent chez les entrepreneurs. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi la zone d'ombre. Et au bout d'un moment, je sentais que la liberté, il y avait aussi ses travers. Et que parfois, vraiment, ça m'emmenait dans des travers. Alors que la souveraineté, aujourd'hui, ça me parle plus. Et la souveraineté, pour moi, c'est être sa propre autorité, pouvoir prendre des décisions depuis soi, depuis vraiment un lieu de conscience. Euh, et il suffit de voir comment les choses évoluent. Pour moi, on va vers plus de souveraineté, ne serait-ce que sur le plan financier, quand on regarde la finance décentralisée, entre guillemets, devenir sa propre banque, ne plus euh, dépendre de certaines institutions qui se disent, OK, tu as plus de 100 000 euros, je peux te les prendre voilà, dans un cas, ou comme on voit bah là en Russie, le peuple russe qui a rien demandé, je connais des personnes, des Français, des entrepreneurs français qui vivent en Russie, qui ont de la famille là-bas. Du jour au lendemain, ils n'ont plus accès à leurs fonds français. Je trouve ça hyper injuste. Et pour moi, développer sa souveraineté, c'est développer son pouvoir intérieur et son propre pouvoir de décision. Donc, quand on veut la souveraineté, on la veut pour tout le monde. Et pour moi, c'est ça aussi qui est important. Donc, typiquement, même si on accompagne des clients, on fait en sorte qu'ils puissent être souverains sur leurs décisions, sur qu'est-ce qui fonctionne pour eux, etc. Typiquement, moi, je me positionne pas comme un gourou, comme un voilà quelqu'un. Si des gens sont inspirés, tant mieux. Je pense qu'on se définit pas soi-même leader. Ce sont les autres qui nous disent si on est un leader ou pas, parce qu'un leader, il est pas autoproclamé. Un leader, il est choisi. Et la souveraineté, c'est pour moi, c'est planter sa bannière aussi, de dire voilà, ça c'est quelque chose que je défends. C'est défendre son temple, c'est être conscient et c'est être sa propre autorité. Et ça veut dire aussi faire des choix. Là, il y a beaucoup de choses. J'ai toujours aimé, j'aime mon pays, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent de plus en plus. Ben, à un moment, si je veux être souverain, parce que certaines de mes libertés sont limitées, ça me pousse aussi peut-être à faire d'autres choix. Donc pour moi, c'est ça la souveraineté. Voilà, si ça répond à ta question. Ouais, merci. Ouais, cette souveraineté, tu parlais. Je suis d'accord que c'est quelque chose qui aujourd'hui est en demande chez les gens, cette souveraineté financière, mais aussi politique. Je pense que ça, c'est important. Donc, bah, si vous aussi, ça vous parle, cette souveraineté, si vous avez envie de gagner, et si Cagne, il vous a donné envie, bah, rejoignez le mouvement des extraordinaires, hein. Je pense que voilà, vous allez être surpris et super. Moi, je trouve que c'est génial. Ta communauté est vraiment géniale. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, pour continuer là-dessus, donc, je mettrai les liens, bien sûr, pour les gens pour rejoindre ces extraordinaires. Toi, les projets aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme tes projets, de quoi tu as envie pour demain dans ces extraordinaires? Ouais, il y a plein de choses. C'est vrai qu'on a mis les événements en présentiel vraiment de côté. Bah parce que c'était compliqué de le faire dans les bonnes conditions ces 2 dernières années, 2 et demi. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est aujourd'hui plus d'événements de transformation, mais de transformation profonde. Pour le coup, même si aujourd'hui on a focalisé notre activité sur des entrepreneurs qui sont déjà établis et qui ont besoin de se focaliser sur leur zone de génie, donc de développer une équipe, de la délégation, d'apprendre à devenir des entrepreneurs aussi. Tout le monde n'a pas envie. Il y a des personnes qui ont envie uniquement de pratiquer, mais par contre, ce que je leur dirais, c'est n'oubliez pas que ce qui fait que le thérapeute ou le coach que vous êtes, ou peu importe, alors je sais que dans ton audience, il y a des personnes qui sont entrepreneurs, certains qui ne le sont pas, mais en tout cas, moi, je parle aujourd'hui essentiellement aux entrepreneurs. Si vous avez envie que ce coach, ce thérapeute, cet accompagnant
puisse exercer, il a besoin de l'entrepreneur. Parce que c'est pas le rôle d'un coach, d'un thérapeute ou d'un accompagnant de faire du démarchage. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'accompagner. Point. Par contre, c'est au rôle de l'entrepreneur de faire en sorte que le thérapeute ou le coach puisse exercer et exceller. Donc, ne prenez pas cet accompagnant que vous êtes en otage en ne faisant pas les actions business que vous avez besoin de faire. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que un coach qui n'a pas de clients, c'est pas un coach. C'est quelqu'un avec au mieux peut-être une certification ou des compétences, mais c'est pas un coach. Un coach coach. Un thérapeute soigne. Donc, il y a besoin de pratiquer. Et pour pratiquer, vous avez besoin de clients. Et pour avoir ces clients, vous avez besoin de faire des actions en lien avec le marketing, en lien avec la vente. Donc, ce que je dirais, c'est à ces personnes, c'est vraiment faites en sorte de nourrir ces parts de vous aussi. Oui, parfois c'est moins agréable, parfois vous préféreriez faire quelque chose. C'est soit on le fait pour vous et vous avez les moyens de déléguer ou de bosser pour quelqu'un. Sinon, vous ne pouvez pas y couper. Vous avez besoin de tisser un lien sain avec le marketing, avec la vente. Et il y a d'autres manières de faire que des choses qu'on peut voir qui sont manipulatoires. Moi, c'est ce que je défends. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accompagne plutôt des personnes qui sont déjà établies et qui ont envie d'avoir plus d'impact. Voilà, par différents moyens, un programme et un mastermind. Et surtout, ce qu'on veut développer à partir de juillet, c'est des événements de transformation, des événements où les personnes pourront venir et repartir différemment, où on va ancrer des choses dans le corps, libérer. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, qu'on fait très bien et qui aujourd'hui était caché et exclusif à nos clients. Et d'ailleurs, je pense même que ce sera ouvert parce que en vrai, même des personnes qui sont pas entrepreneurs peuvent avoir besoin de, voilà, de vivre ces transformations, de se libérer. Et puis je dis aussi une autre chose, on a tissé des liens tellement forts avec des personnes qu'on a accompagnées qui font des choses extraordinaires que ça va se faire aussi dans la collaboration. Moi, l'avenir de mon activité, je la vois avec plus de collaborations, des collaborations sur des événements ou peut-être sur de la plus longue durée. Mais c'est ça aussi que la vision que j'avais en créant le mouvement des extraordinaires, c'est aussi ça, c'est une idée de réseau. Et c'est génial. Là, typiquement, on a des d'extraordinaires qu'on a accompagnés, qui se sont mis ensemble et qui boostent un business, deux qui collaborent, deux autres. Et c'est génial de voir les personnes créer des liens. Moi, c'était vraiment la vision que j'avais. Des personnes qui partagent des valeurs, qui peuvent collaborer, et c'est aussi ce que j'ai envie de faire. À la fois être une plateforme de collaboration et moi-même pouvoir collaborer avec des gens dont j'admire le travail aussi. Super, bah merci beaucoup pour ce beau projet et puis tout ce que tu nous as offert là. C'était vraiment chouette. Je pense que c'est important. Venez découvrir Cannes parce que c'est vraiment une personne extraordinaire, comme je le disais au départ, et qui est vraiment très, très sympathique. Et effectivement, moi, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir et à vous renseigner justement sur ces extraordinaires et tous les projets que tu as, et moi aussi sur ces événements. Bon, il y a des choses, on en a déjà un peu échangé, mais c'est vraiment ça. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Cette souveraineté, elle est vraiment importante, cette liberté, cette autonomie. Enfin, après, chacun y met les mots qu'il veut, mais ça, c'est hyper important. Ok, bah, je te remercie. On va passer à la deuxième partie de l'interview que j'aime bien, c'est cette boîte à questions. Alors, tu ne connais pas, donc tu vas découvrir. Mais donc, le principe, c'est moi, je vais te laisser tout seul, comme un grand, et puis je vais te donner je vais te poser des questions en bas, et moi, je ne dis rien. Tu réponds, je te donne les questions, tu réponds. D'accord? Et moi, je me Yes, tais. ça marche. Alors, euh, trois mots pour me décrire. Souverain, conscient, créatif. Être extraordinaire, qu'est-ce que c'est? Être extraordinaire, c'est se rendre compte qu'on a un pouvoir créateur, qu'on est singulier et tout simplement y croire et accepter qu'on est vraiment extraordinaire. Je dis vraiment accepter parce que ça peut demander de l'accepter. Ça peut vraiment demander de l'accepter vraiment profondément. Et une fois qu'on l'a accepté, il y a énormément de choses qui changent.
On se rend compte que la vie est un jeu, que on est ici pour expérimenter des choses et quand on voit les choses sous cet angle-là, tout devient beaucoup plus léger, beaucoup plus fun aussi. Ouais, pour moi, c'est extraordinaire. Ma plus grosse honte. Euh, Ah, c'est marrant. J'essaye d'y penser parce que je suis tellement en paix avec ma vulnérabilité qu'il y a peu de choses. Ce qui me faisait le plus honte à une époque, c'était justement que j'avais eu une période très difficile en tant qu'entrepreneur, un business qui fonctionnait hyper bien, et puis bon, vraiment chemin faisant, parce qu'il y a eu il y a eu un associé qui a piqué dans la caisse, il y a eu un gros coup dur du jour au lendemain où on a perdu l'essentiel de nos clients. Euh, Honte de dire que bah, j'avais été en difficulté financière, mais je suis en paix avec ça, donc aujourd'hui j'ai plus honte. Pour moi, là où je pourrais dire qu'il y a de la honte, c'est si je n'acceptais pas, s'il n'y avait pas d'acceptation. Aujourd'hui, je suis tellement en paix avec tout ce qui m'arrive et je le communique en général assez ouvertement, y compris auprès de ma communauté dans les lives que je fais, que j'ai pas de sentiment de honte. Et d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir l'échelle de conscience de Hawkins. L'échelle de conscience de Hawkins, ce qu'elle met en avant, c'est des émotions avec un niveau vibratoire. Et ce qu'on voit, c'est que j'étais très surpris le jour où j'ai découvert cette échelle de conscience. Je pensais que euh, la peur ou la colère, c'était le niveau le plus bas. Mais en fait, le niveau de vibration le plus bas, c'est la honte. Et en fait, quand on est dans des niveaux de vibration basse, on est en contraction. Ça veut dire que c'est difficile de s'ouvrir aux autres, etc. Et ce que je sais, alors pour les entrepreneurs, c'est que, mais même pour les autres, l'amour, l'argent, l'abondance, la richesse, tout ça, ça se fait plutôt dans un état de contraction. Pardon, d'expansion, j'ai dit l'inverse. D'un état d'expansion. Et la honte, aujourd'hui, je dis la honte, c'est un désert aride. Il n'y a rien qui pousse sur la honte. Donc, plus vous pouvez embrasser votre honte, plus vous pouvez parler de ce dont vous avez honte. J'ai fait cet exercice d'ailleurs dans mon mastermind. Il y a 2 mois, je leur ai dit, OK, partagez ce dont vous avez le plus honte. Et ça a été génial. Il y a eu plein de trucs qui sont ressortis. Et il y en a même qui ensuite l'ont partagé avec leur audience et ça les a vraiment libérés et apaisés. Donc voilà. Moi, je fais beaucoup cet exercice aussi de d'aller faire face à mes hontes, à mes peurs et de d'oser les exprimer. La première chose que je me dis le matin, en ce moment, honnêtement, c'est dur. Parce que avec un petit de quelques mois, bien honnêtement, il est super calme, mais c'est vrai qu'être réveillé quand même dans la nuit, c'est dur. C'est la première chose que je me dis le matin. Ça varie, ça varie. Je vais pas faire l'entrepreneur qui est toujours stimulé, motivé, etc. Il y a des jours où je préférerais rester au fond de mon lit, et c'est là où, dans les standards, là, ce que je me dis, c'est comment tu es congruent avec ce que tu as décidé, avec la vision que tu as, etc. Et ça me porte. Ça me porte par contre. Cette congruence, être cohérent avec les choix de vie que j'ai fait, les choix conscients, ceux que j'ai décidé de vivre et de faire. Donc voilà. Donc ça m'empêche pas d'être à l'écoute de ce que je ressens, de m'apporter le bien que j'ai besoin de m'apporter, mais par contre d'être cohérent aussi avec mes décisions. Ouais. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Euh, Alors, je vais pas je vais pas vraiment parler d'énervement, je vais parler de colère. Il y a des choses qui me mettent en colère. Encore aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à l'injustice. Je me suis longtemps dit, tiens, faut encore travailler dessus, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me collera toujours à la peau. Dès qu'il y a des injustices, injustices, ça peut prendre beaucoup de formes, hein. Ça peut prendre, par exemple, pour moi, tout ce qui est violence violence dans l'absolu, mais aussi en particulier faite aux femmes et aux enfants. Ça me met vraiment en colère. Euh, la manipulation, on manipule tous. Donc ça, enfin, c'est une de mes visions, c'est on manipule tous d'une certaine manière. Mais la manipulation qui ne prend pas du tout en compte, mais du tout en compte l'autre, et l'autre c'est que un marchepied pour sa propre réussite, ça me met aussi en colère. J'ai longtemps poussé ces colères-là t'as dû le voir à une époque, dans mon marketing.
Aujourd'hui, je suis sur un autre combat. Je me bats pas contre quelque chose, je me bats pour quelque chose. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis moins vocable là-dessus, mais ça continue à me mettre en colère. Ouais. L'aliment auquel je peux pas résister. Ah! Je vais en donner deux. Les mangues et les avocats. Alors c'est ballot parce que pour moi qui consomme plutôt local, euh, en fait, un jour je me suis dit, vu que tu aimes consommer local, vu que tu fais en sorte de respecter l'écosystème, ben en fait, il faut que tu ailles dans un endroit où la mangue et l'avocat sont locaux. Voilà. Donc j'y travaille. Le truc que je ne referai jamais. Ah, alors ça, j'avoue, c'est très difficile comme question parce que j'aime mes erreurs. J'aime mes erreurs, j'apprends de mes erreurs, donc ça veut dire que si je ne referai pas quelque chose, s'il y a quelque chose que je ne referai pas, c'est parce que j'ai évolué là-dessus, c'est écouter uniquement mon mental et ne pas écouter mon cœur, ne pas écouter mes tripes. Ça, c'est quelque chose que je referai plus. Je referai plus. J'ai compris que mon vrai cerveau, il était ailleurs, il n'était pas entre mes deux oreilles. Ah, le plus important pour moi, c'est ah. Tu vois, c'est intéressant parce que je pourrais avoir envie de dire la famille, ça ferait bien, mais c'est pas ce qui me vient en vrai. Si je suis 100% authentique avec moi-même, c'est pas ce qui vient. Je dirais le plus important en vrai pour moi, c'est de kiffer. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu kiffes, je pense que pour être un bon parent, faut être à la fois hyper altruiste et hyper égoïste. Égoïste dans le sens où ton enfant, il va modéliser des choses. Donc, si toi, tu kiffes la vie, ben, en fait, il va apprendre à kiffer. Donc, c'est être égoïste et altruiste pour être à la fois vraiment à l'écoute de ses besoins. Mais je dirais en vrai, s'il y avait que des gens qui kiffaient autour de nous et que tu sors dans la rue, t'as que des gens avec la banane, qui sont heureux de vivre, etc., ce serait génial. Moi, les endroits comme ça, j'ai vécu à San Francisco au début des années 2000. C'est ce que je voyais autour de moi. Ça a beaucoup changé avec l'écosystème des startups, etc. Mais c'était génial de rencontrer que des gens qui sont hyper enthousiastes, qui ont plein d'idées, qui sont créatifs, etc. Donc tous les endroits où les gens ont beaucoup d'enthousiasme, où ils kiffent, ça a tendance à me faire kiffer aussi. Donc moi c'est ça. Je suis passionné par les gens passionnés. J'ai toujours été passionné par les gens passionnés, quel que soit ce qu'ils font. Je peux avoir une discussion euh, passionnante, animée avec quelqu'un qui est dans une industrie, mais il adore ce qu'il fait parce qu'il est passionné. Avec quelqu'un, j'ai rencontré un quelqu'un qui cire des chaussures, mais il est tellement passionné. Mais pour lui, c'est vraiment un art, c'est honorer l'animal qui a été sacrifié pour cette chaussure. Vraiment, quand il t'en parle, il a des étoiles dans les yeux. Moi, j'adore ça. Quels que soient les gens, quel que soit ce qu'ils font, les gens passionnés me passionnent. 10 choses pour vivre dans la joie. Je dirais un, kiffer. Vraiment kiffer. Deux, je dirais jouer. Pour moi, c'est un peu différent. On peut kiffer, mais sans être dans le jeu, mais c'est apprendre à jouer. Euh, Trois, ce serait comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et qu'il y a tout à expérimenter. Donc, être dans l'expérimentation. Euh, Et ça emmène au point 4 qui est accepter l'inconnu et la surprise. Pendant très longtemps, je voulais que tout soit prévisible. Et d'ailleurs, c'est hyper paradoxal que dans l'entrepreneuriat, on base son entrepreneuriat en général sur tout ce qui est prévisible et visible, alors qu'en vrai, personne n'en sait rien. C'est que des projections qui ont autant de chances de se produire que de ne pas se produire. Mais on crée les conditions. Après, on crée les conditions pour que ça se produise. Mais par contre, c'est accepter et embrasser l'inconnu, en faire une force. Donc, ça va être ça. Euh, je dirais aussi, les choses pour vivre dans la joie, c'est partager. Ce qui est génial dans le partage, c'est que le partage, ça vous enlève rien. Quand vous partagez votre joie, votre enthousiasme, etc., ça vous enlève rien et ça en rajoute. Donc vraiment, le partage, c'est ce qui fait que, parce que j'ai envie de kiffer, j'ai un marketing qui est très généreux. Je donne beaucoup de valeur, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que mes clients, même ceux qui sont à des niveaux les plus avancés, viennent voir les lives quand même. Donc, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours de la valeur. Ça, c'est important pour moi. Donc, c'est en lien avec cette notion de partage.
Je dirais aussi, alors ça, c'est pas une injonction parce que c'est un cheminement qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes et de leur parcours, mais c'est apprendre à s'aimer. Ou réapprendre à s'aimer. Réapprendre à s'aimer, pour moi, ça permet de vivre dans la joie. Je dirais aussi libérer votre corps. La joie, c'est pas que quelque chose de mental, c'est aussi quelque chose qui s'expérimente et il y a besoin de créer de l'espace pour ça. S'il n'y a pas d'espace, si on crée pas d'espace, la joie, elle va pas venir toute seule. Donc il y a besoin de libérer le corps. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire aussi l'environnement. Poser de la conscience sur votre environnement à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Qui vous fréquentez, où est-ce que vous habitez, plus vous allez mettre de la conscience dessus et designer votre environnement pour qu'il nourrisse votre joie. Imaginez si vous dites, OK, je crée toutes les conditions, si j'avais toutes les conditions idéales, qu'est-ce que j'aimerais porter au quotidien? Moi, j'aime pas porter plein de vêtements et j'ai euh, euh, la maladie de Raynaud, donc c'est dans le froid, mes vaisseaux sanguins se rétractent et donc j'ai le sang qui circule plus. Je suis pas fait pour vivre dans un endroit froid. Donc en vrai, si j'écoute pour kiffer, bah faut que je sois dans un environnement chaud. J'aime pas avoir plein de vêtements, bah faut que je sois dans un environnement plutôt chaud. J'aime l'odeur de la pluie sur le sol, ben c'est bien si je suis dans un endroit qui est plus proche des terres. Donc prendre tout ce qui m'anime, tout ce qui me fait vibrer et me dire si je réunis toutes les conditions, où est-ce que ça m'emmène? Donc c'est poser de la conscience dessus. Euh, et puis je dirais aussi, ben, fréquenter des gens qui sont joyeux. C'est simple. C'est presque une loi. Il y a une vidéo géniale qui tourne sur les réseaux. C'est une vidéo assez ancienne, mais quelqu'un qui rentre dans un métro, qui se met à rigoler. Tout le monde se met à rigoler dans le métro, et vous pouvez même pas vous empêcher de rigoler quand vous le voyez. Ben, en fait, quand il y a des vibrations élevées, vous allez être emporté. Donc, si vous avez du mal à être dans votre joie, allez vers des gens qui sont joyeux. Et puis, dernier truc, souriez. Souriez. Si vous voulez vivre dans la joie, commencez à sourire. Vous sortez dehors, vous souriez et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ce qui est venu. Est-ce que je peux exprimer la joie? Ouais! Moi, la joie, je vais vous dire comment elle s'exprime. D'ailleurs, c'est génial parce que mon fils de 3 ans a tellement l'habitude de... Quand je commence les lives, en général, c'est le moment où il va se coucher ou autre. Et donc souvent, il vient me faire un bisou avant et il reste, il me regarde et je dis... Hello les extraordinaires, comment ça va aujourd'hui? Et je lance mon live comme ça, donc avec toujours ce hello les extraordinaires, ça va bien. Donc je suis hyper enthousiaste, je suis dans mon élément, je me sens vibrant, vivant, joyeux. Donc dès que je fais ça, dès que je suis dans ce truc de je sais que je vais donner à ma communauté, je suis en joie. Donc pour moi, c'est ça l'expression de la joie. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir. J'adore bah, ton énergie, ton état d'esprit, c'est vraiment quelque chose et j'avais vraiment, vraiment envie de le partager parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, ça me fait du bien à chaque fois que je vais dans tes lives ou que je suis dans ta communauté. Donc voilà, et comme tu le disais, bah, partager, c'est hyper important. Partager cette joie, partager cet état d'esprit, il est vraiment indispensable. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ça. Bah, merci à toi, merci pour ton invitation. Et puis effectivement, ravi d'avoir pu partager ce moment avec toi aussi. C'est vrai qu'on se suit un peu de loin. Et puis surtout, bah, en tout cas, euh, pour moi, les personnes, toi et les personnes comme toi qui aident, euh, surtout dans une période comme celle-ci où les personnes sont vraiment en proie à leur peur, on est dans un environnement où on est challengé et où les médias nous renforcent aussi dans cette peur, que ce soit sur l'aspect sanitaire, financier, etc. Je trouve que c'est essentiel d'avoir des gens aussi comme toi ben, sur le chemin parce que ça change la face du monde en fait. Si les personnes que les personnes restent figées dans leur peur ou qu'elles arrivent à s'en libérer, ça peut vraiment changer la face du monde. Et pour moi, c'est aussi une responsabilité qu'on a, une responsabilité collective. La gestion de ses propres peurs, c'est aussi une responsabilité collective, pas uniquement personnelle. Donc, bravo pour ça. Merci. Et, je vais te donner ma petite phrase, la petite expression que j'aime bien. Voilà, c'est une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors voilà, rêver, rêver extraordinaire. Merci, Kanye. Merci à tous. À une prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir. À très vite, merci.